Alors déjà, je voudrais vous souhaiter la bienvenue chez nous, TVC Brésil. Oui. Donc Jean Babonneau, nouvellement promu président de l'association pour les arts graphiques en Vallée de Clisson, c'est bien ça? Oui, depuis novembre. Et Jacques Souchu, ancien imprimeur à Clisson, et donc membre fondateur de l'association pour les arts graphiques en Vallée de Clisson. Alors déjà, Jean, je voulais vous demander, alors donc nouvellement promu, comme on l'a dit, président, cette nouvelle fonction, comment se passe-t-elle depuis ces quelques semaines? Eh bien, elle est très chargée, très chargée en travail, parce que, bon, d'abord, nous nous clôturons la saison 2015. Qui dit clôture dit examen des comptes, lister ce qui a marché, ce qui a aussi un peu moins bien marché, voir les quelques problèmes de fonctionnement, puisque nous arrivions au niveau. C'était une étape importante. Après 17 ans, où Jacques le dira mieux que moi, à la Chapelle des Templiers. Nous sommes dans un autre cadre, et cet autre cadre nécessite une autre organisation, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui a bien fonctionné, justement? Mais écoutez, ce qui a bien fonctionné, c'est d'abord la fréquentation. Puisque par rapport à la Chapelle des Templiers, nous avons doublé le nombre de visiteurs payants. Et beaucoup plus que doublé, presque triplé le nombre de visiteurs bénévoles, lors notamment des journées du patrimoine, etc. Ça augure bien de l'avenir, parce que bon, c'est quand même plus loin, c'est pas dans Clisson, il fallait aller à Gorges. L'accès n'est pas toujours très facile, on a encore des améliorations à apporter, malgré le nouveau parking qui nous a été fait. Donc nous sommes satisfaits en fait de la fréquentation de cette année. Maintenant, beaucoup de choses restent à faire. Alors justement à faire, mais quelle est donc cette mission que se donne l'association? Alors la mission, je pense que Jacques en parlera beaucoup mieux que moi. Parce que en fait, c'est la mémoire du papier que nous souhaitons développer au niveau comme elle a été initiée à la Chapelle des Templiers. C'est vraiment une idée des fondateurs. Jacques, si tu veux bien dire dans quel esprit vous avez conçu ça. Oui. Alors en fait, bon, j'étais imprimeur déjà, j'avais un pied dans le papier, quoi. Et que d'autre part, je m'occupais un petit peu aussi de l'école du livre à Nantes, hein, pour les faire passer les CAP et tout ça. Et je connaissais bien Robert Colombo qui a monté le musée de l'imprimerie de Nantes. Et donc je suis un des premiers à participer au musée de l'imprimerie à Nantes. Toutes les techniques que j'ai importées là dans la chapelle, je les tiens du musée, de la vue. Hein, oui, absolument. Hein, j'avais un bon maître d'apprentissage là, avec ce musée. Et c'est Robert Colombo qui m'a dit pourquoi tu ne montrais pas un musée, pas un musée, parce que c'est pas un musée, nous, enfin des ateliers sur le papier, puisque c'était la Sèvre nantaise était une vallée papetière. Et moi, eh bien, en fin de compte, j'avais jamais entendu parler, c'était une vallée papetière. Hein. Et personne à Clisson ne se souvenait plus qu'il y avait autant de moulins à papier, c'est-à-dire 25 moulins à papier au cours des siècles, c'est quand même pas mal, que le plus beau, c'était 2 km en aval, c'est le Livau, avec son séchoir à l'italienne, et le plus grand, c'était à Cugan, 2 km en amont, qui a eu jusqu'à 650 personnes. En 1900, 650 personnes. Hein. Et il a fermé ses portes en 1934 avec encore 350 personnes qui travaillaient. Il s'appelait comment ce moulin? Le moulin d'Antière. Oui, mais voilà. Ah oui. Ah, mais j'avais pas cité lui. Et également, à Tifo, je ne suis pas loin de chez nous non plus, il y avait 2 grands moulins qui avaient à peu près 350 personnes chacun, hein, à tel point que la ligne de Nantes-Cholet a été faite en grande partie, même on peut dire vraiment pour ça, pour amener la pâte à papier qui était fabriquée à Chantenay, sur les bords de la Loire, pour l'amener à Cugan et à Torfou, parce que à Tifo, et les papetiers venaient avec des, comment on appelait ça, des bœufs qui tiraient des espèces de grosses charrettes en bois. Enfin, un charroi, oui. Chercher à la gare, quoi. Hein. Et pourquoi c'est à Chantenay? Parce que le bois arrivait de Scandinavie par bateau. Ils étaient broyés à Chantenay pour faire la pâte à papier. Et ce broyage arrivait sur les moulins. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose d'important, quoi. Et en 1934,
la mairesse de Cugan, Madame Leroy, m'a raconté à la chapelle des Templiers un jour que lorsqu'elle était petite, en 1934, hein, le curé et le sermon étaient sur ce drame qui arrivait dans la région, parce que c'est quelque chose quand même, d'un seul coup 350 personnes de licenciés. C'était extraordinaire, quoi. Donc on essayait de faire revivre ce fait que il y avait une rivière, non seulement papetière, mais beaucoup papetière. Par exemple, le siège du Hellfest actuellement, La Feuillée, ça s'appelait La Feuillée parce que c'était un moulin à papier. Tout à fait. Voilà. Comme quoi. Hein. Repris par Serge Dano après. Voilà. Pour autre dont le père tenait ce moulin, mais comme chamoiserie, parce qu'il était transformé en chamoiserie. Voilà, tout à fait. Voilà. Et donc vous avez eu l'idée, à plusieurs, de créer cette association. alors on a monté l'association à Clisson avec des Clissonnais. Alors, 2 personnes du musée de l'imprimerie de Nantes, donc Robert Colombo, plus Sylvain Chiffelot qui était à la mairie de Nantes, hein, et Jacques Noël. Et puis à Clisson, il y avait Pierre Arnaud, Bernard Yalland et moi. Plus un gars de Cugan qui était un fils de papetier d'Antière, petit-fils de papetier d'Antière, et qui était le président du syndicat des imprimeurs artisans. Voilà l'histoire. Donc on s'est installé pendant 2 ans à l'église Saint-Jacques, puis après à la chapelle des Templiers pendant encore 15 ans d'ailleurs. Oui. Et cette année, Olivo, le rêve qui est devenu réalité. On en parlera un petit peu après au niveau du projet. Si on revient donc à la chapelle, surtout la chose importante, je veux dire, qu'il faut dire, c'est que vous n'avez pas créé un musée, mais vous avez créé déjà des ateliers. Oui. D'accord. Alors, ces ateliers, quels sont-ils? Alors, on n'a jamais voulu créer un musée, parce qu'on n'est pas un musée, hein, parce que tout est vivant. On voulait que les gens puissent fabriquer eux-mêmes une feuille de papier. C'est pas très compliqué en fait. Il faut savoir le faire, mais en fait, c'est pas très compliqué quand même. On avait joint l'imprimerie, parce que le papier et l'imprimerie, c'est pratiquement... le papier est indispensable à l'imprimeur, hein, c'est lié. Avec une vieille presse à main, style presse de Gutenberg, hein, du musée de l'imprimerie, que vous avez prêté, et un 3e atelier de transformation de papier. Tous les ans, on changeait l'atelier, de façon à ce que quand on avait l'école, il y ait toujours quelque chose de nouveau, et qu'on pouvait partager la classe en trois groupes. Parce que si vous avez 25 gosses ou 27 gosses à transférer du papier à la queue leu les uns après les autres, au bout de 5-6 gosses qui a fait sa feuille de papier, les autres ils commencent à revenir dans les brancards et à courir à droite à gauche. Là, 3 fois 9, 27 ou 3 8, 24, c'est vrai, et ça tourne comme ça. Chacun on tourne de groupe par groupe, et ça permet sur là environ 2 heures. Quoi. Plus, on leur apprend la route du papier, bien sûr, hein, d'où vient le papier, comment il est arrivé jusqu'à nous, très longuement d'ailleurs. Depuis la Chine. Depuis la Chine, en Espagne d'abord, en Europe. Hein. En Espagne d'abord, l'Europe était musulmane à l'époque, hein. Et à Fabriano, en Italie, un moulin à papier, 1150 en Espagne, 1250 en Italie, un moulin à papier qui existe toujours. Et 1350 en France, ça allait de siècle en siècle. Ouais. Pourquoi? Peut-être parce que le papier paraissait fragile ou qu'il était importé par les musulmans, c'était pas trop catholique le papier, peut-être, hein, je ne sais pas. En tous les cas. Non, mais et ça remplaçait le parchemin. Tout le monde pensait que le parchemin était plus solide que le papier, sauf que le papier est infalsifiable. C'est pour ça d'ailleurs que les Chinois s'en servaient pour l'écriture. Les Arabes après avec Haroun el-Rachid, qui a supprimé le papyrus qui lui aussi était falsifiable, parce que c'est l'encre séchée en surface, il suffit de gratter. Et le parchemin, pareil, parce que oui, c'est ça. Il y avait déjà des faussaires, Jacques. Il y en a toujours eu. Hein. Je crois qu'il y en aura bien quand on sera mort. Hein. Et puis on apprend des choses aussi, comme par exemple, beaucoup de gens croient que Gutenberg a inventé l'imprimerie. Ah, voilà, oui. Alors Gutenberg n'a pas inventé l'imprimerie. Il a fait beaucoup mieux qu'inventer l'imprimerie quand même. Il a inventé les caractères mobiles en plomb, les polices de caractères, les mêmes qu'on retrouve sur l'ordinateur, Core 6, Core 8, Core 1. Donc c'est ce qui reste de Gutenberg. Hein. Autrement, tout le reste a disparu. Le plomb, ça a disparu. Et donc Gutenberg, il faut dire qu'à l'époque de Gutenberg, 1450, c'est la fin du Moyen-Âge, tout le monde en Europe cherche à imprimer le moins cher, parce que les livres sont très très chers. Il y a de plus en plus d'étudiants, de plus en plus d'universités, chaque grande ville va vers son université, les étudiants se déplacent, mais tout le monde n'a pas assez d'argent pour s'acheter des livres. Et ça, c'était le drame. Et donc l'Europe cherchait. C'est Gutenberg qui a trouvé le premier, parce que vous savez que les premiers étaient faits à la main par les monastères dans les moines, oui. Hein, avec des plumes d'oie, oui. Ça remplaçait le calame des Arabes.
Après, ils ont fait comme les Chinois. Ils gravaient une planche entière de pages, quoi. Tous les caractères gravés à la main sur une planche de bois. Et après, ils imprimaient. Alors là, ça allait plus vite que d'écrire à la main. Bien sûr. Sauf parce que quand on avait fait une planche, on pouvait en faire des feuilles, 100 feuilles, 200 recopier. feuilles. Déjà, ça allait beaucoup plus On ne vite. pouvait pas modifier. Mais malgré ça, on ne pouvait pas modifier. La page 1 n'imprimait que la page 1. Voilà, c'est c'est ça. bête, hein. Donc s'il y avait une erreur de fait, elle restait. Quoi. Ah bah oui, alors fallait pas faire une coquille au milieu parce qu'il fallait refaire toute la plaque. Mais c'était plus facile dans le bois que dans la pierre, Jacques. Ah oui, alors beaucoup plus. Oui. Et beaucoup moins. Parce que les hiéroglyphes, Alors, moi, j'aimerais un petit peu votre opinion, Jean, sur ces ateliers. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ce qui est... C'est vraiment une invention, enfin, c'est vraiment un mode de communication qui est attractif, ludique pour les enfants, parce qu'en fait, il est vivant, c'est fait devant eux, ils y participent, donc d'où le terme atelier. En plus, c'est un âge où c'est de 7 à 17 ans à peu près, là. C'est un âge où on se coltine aux travaux manuels, on apprend à se servir de ses mains. En plus, comme c'est vivant, c'est pour ça qu'on l'a appelé la mémoire vivante du papier, comme c'est vivant, qu'ils peuvent repartir avec leurs feuilles, qu'ils peuvent faire, il y en a qui sont plus doués les uns que les autres, c'est un petit concours entre eux. Tout ça fait que ça transforme complètement le contexte dans lequel ils sont venus en visite. Alors, on a essayé d'améliorer le contexte, c'est pour ça que le Livo a été une excellente idée, hein, dans leur rêve à nos fondateurs. Ça a été la grande idée de faire ça au Livo, parce que c'est le contexte dans lequel le papier a été créé, et puis aussi parce qu'on a pu reconstituer le Livo, la grande roue d'entraînement, le mécanisme avec les nombreux les poulies, les courroies, etc. La pile à maillet pour broyer la pâte. Tout ça fait que vous êtes dans un contexte animé. Ce qui attire les jeunes, ça attire aussi les plus anciens, parce qu'il y a des gens qui se mettent les mains dans la pâte, même dans les plus anciens. Ce que j'allais dire, c'est pas réservé aux jeunes. Non. Ah non. Bah, comme ça, les anciens, ces machines, c'est sont jeunes. Il le reste. Il le reste. Non, c'est vrai que nous avons beaucoup plus d'enfants, mais c'est aussi l'espoir, à travers cette jeune clientèle, d'avoir des visiteurs qui reviendront. Ils reviendront tant qu'ils sont encore jeunes, mais ils reviendront aussi avec leurs enfants ou avec leurs petits-enfants. En fait, nous travaillons pour plusieurs générations. C'est vrai. Et en plus, il y a le curieux, l'amusant, c'est que des fois, des enfants d'une école ramènent leurs parents après. Ça, c'est bien. Hein. C'est fascinant. Fascinant. Alors, comment on peut expliquer qu'au temps moderne, on va dire, où c'est l'art du numérique, informatique, etc., le papier fascine encore? Ah bah, de toute manière, le papier, on en consomme plus avec l'ordinateur puis qu'à l'ordinateur qu'avant. Regardez, maintenant, on vous envoie plus rien par la poste sous prétexte que vous dépensez. Ça, c'est l'économie du papier, sauf que c'est vous qui vous faites tirer toutes vos feuilles. Et c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne sont pas obligés quand même. Non, c'est difficile. Mais même les jeunes, ils sont quand même attirés par le papier. Il y a toujours une certaine fascination. Et lorsqu'on les voit au niveau, ils sont en admiration devant la fabrication du papier. Il suffit de voir les films qu'on a fait de petits reportages. Où ça, on a fait ça déjà ? C'est absolument l'air. Mais pénétrer des enfants qui boivent les informations qui leur sont données, on n'a pas de difficulté à les faire adhérer. C'est un côté agréable, le papier aussi. Hein. Il y a le côté tactile. Oui. Puis c'est le côté fabrication c'est le côté fabrication. En fait, ils bâtissent quelque chose. Puis, on ramène sa feuille chez soi avec son nom dessus. Souvent, ça c'est extrêmement important, tu as raison de le souligner, parce que quand on a des classes, des fois des classes dures, un peu difficiles, hein, quelquefois. Quand j'ai toujours les gosses, moi, les enfants si on veut, on leur dit, mais vous le ramènerez chez vous. C'est vrai monsieur, on le ramènera chez nous. Oh, ils sont super contents. Ils vont ramener quelque chose à leurs parents. Il y a une certaine fierté oui. Ça c'est la fierté de créer.
Par contre, donc, alors ces adultes, certains qui viennent chez vous, comment ça se passe avec eux? C'est un peu plus difficile à les mettre dans le coup, en quelque sorte, mais ça va très vite. Ça va très vite et il suffit, quand on a un groupe par exemple, il y en a très peu au début qui veulent faire, mais il suffit qu'il y en ait 2 ou 3 qui le font et automatiquement tout le monde veut refaire après, comme des gosses. Ça c'est drôle. Alors est-ce que des choses à améliorer, notamment pour les adultes? Oui. Il y a toujours tout amélioré. Par exemple? On va trouver en fait, si vous voulez, on est en train de travailler sur d'abord le circuit à l'intérieur du moulin, les étapes. On peut développer par exemple pour ce qui est la route du papier, les adultes sont plus naturellement intéressés vers la façon dont le papier s'est fait dans l'Antiquité, la façon dont il a été amené, son développement. Bon, ça c'est de l'histoire. À côté de ça, on a un peu de botanique, puisque le papier au départ il était fait avec du végétal. Toutes les plantes. On peut passer en revue le papyrus, les fibres de bois, etc., avec lesquelles on a fait ce papier, ce support. Et puis, on peut aussi, après, passer à l'imprimerie en disant on peut surfacer, on glace, on imprime en creux, on peut imprimer avec de lettres en or, il y a beaucoup de déclinaisons possibles. Et ça nous ouvre de grandes perspectives et de grandes possibilités d'animation dans les années à venir. Alors c'est déjà, si vous voulez, un record que d'avoir fait, sur les 17 années d'exposition, il y a eu 17 expositions différentes. 17 thèmes différents qui ont été traités, 18 avec cette année. Et c'est dire si on n'est pas au bout de tout ce qu'on va pouvoir montrer à nos visiteurs. C'est à nous d'avoir de l'imagination, on en a, je pense. Je crois qu'il y a une équipe, pas seulement dans les anciens. On a des bénévoles qui sont extra, quoi. Parce qu'ils y croient eux-mêmes, quoi. Alors justement, je voulais en parler justement des bénévoles. Bien sûr. Vous êtes une véritable équipe très soudée. Combien êtes-vous? Alors l'association a environ 80 personnes actuellement. En bénévole, ça tourne autour de 20 personnes environ. Comme j'en avais parlé l'autre jour, une vingtaine de personnes. Participantes, pas toutes au même niveau, ni aussi régulièrement, quoi. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas s'investir autant que d'autres. Mais on est à la recherche de bénévoles, ça. Il y en a toujours besoin, quoi. Et il n'y a pas besoin d'être ni papetier ni imprimeur. Non, excuse-moi, Jacques. Non. Mais on peut être mécanicien, on peut être bricoleur, on peut être menuisier, on peut voilà. À partir du moment où manuellement on aime faire un certain nombre de choses, on a la possibilité là, de le faire. Et au contraire, on apprend, les gens, ils apprennent eux-mêmes, ils apprennent... Ça s'appelle la transmission. Voilà. Ça s'appelle la transmission. On continue à faire un petit peu d'histoire. Donc vous avez eu un projet aussi qui est grandiose, si je peux me permettre le mot. C'est de la chapelle des Templiers. Donc le Livau. Alors pourquoi et comment ça s'est passé? Alors pourquoi le Livau? Oui. Alors quand on s'est fondé, le but de l'association, c'est de remettre en fonctionnement un moulin à papier sur les bords de la Sèvre nantaise dans la vallée de Clisson. Il y a 3 maires qui nous ont appelés, le maire de Bousset, le maire de Gugan et le maire de Gorges. Alors automatiquement, on a été les voir, bien sûr, mais le Livau c'est tellement beau que c'était un coup de fou. On le connaissait déjà d'ailleurs quand même. Chaque maire avait ses moulins candidats, quoi, en fait. Voilà, Et celui d'ailleurs de Cugan est devenu le moulin à Foulon qu'il était avant. Ça aurait été un peu trop petit pour nous de toute manière. Le truc était très bien chétiné en face. Moulin à Foulon qui est entre guillemets encore en activité dans le sens qu'il fonctionne. Oui, et qui est très bien, c'est très très bien. Donc c'est pour ça, comme le maire de Gorges il voulait sauver son moulin, il a fait appel à nous, quoi. Et nous, on cherche à en trouver un. Alors, en fait, on s'est entendu. C'est là, si vous voulez, où l'histoire a fait que moi j'étais élu à ce moment-là à la communauté de communes de la vallée de Clisson, et nous avons eu l'occasion de concourir à ce qu'on appelle un pôle d'excellence rurale, c'est-à-dire une restauration d'un bâtiment ancien, mais pas restaurer uniquement les murs et la toiture, mais restaurer le bâtiment en y mettant une animation, en mettant à l'intérieur quelque chose qui fasse vivre, à la différence de tous les châteaux. Ce que vous avez dit à la Fondation du patrimoine, on ne veut pas d'une coquille vide après. Voilà. Donc ça a été là la grande idée. Il faut savoir que nous avons été
sur 700 localités primées, nous avons été la 17e, ici à Gorges. Ouais. Et alors ça tient au fait que l'association fonctionnait déjà et avait déjà fait ses preuves, donc on était crédible. Oui. Ça tient aussi au fait que le contexte architectural du niveau est tout simplement superbe. Beau, à partir de là, on avait des atouts on était gagnants, qui nous ont permis d'obtenir donc ce classement, qui nous a permis d'obtenir ensuite la labellisation auprès du patrimoine français, de la sauvegarde du patrimoine, puis la déduction fiscale pour les sponsors. Et de fil en aiguille, nous avons trouvé ensuite beaucoup plus facilement des sponsors qui ont accepté de mettre beaucoup d'argent, parce qu'il a fallu quand même beaucoup d'argent pour restaurer ce niveau. Oui, il faut dire aussi qu'on a eu la chance on a saisi une chance, c'est que le conseil régional, le journal Ouest de France et la Fondation du patrimoine régional a organisé un concours Sauvons les merveilles du patrimoine. Voilà. Comme on est quand même une équipe de gens de graphisme, de l'imprimerie, on a fait un super dossier, on a obtenu le premier prix. Fantastique, hein. Donc ça a ouvert les portes de la Fondation nationale du patrimoine et de leurs sponsors. Et c'est comme ça que c'est parti en fait. Hein. Oui, absolument. Et donc vous avez tout reconstitué au niveau. Oui. Alors, nous avons reconstitué l'une des deux roues, parce qu'il y en avait deux en fait. Hein, il y avait deux canaux d'arrivée d'eau. Oui. Il y en a un qui est bouché. Par contre, on n'a jamais su. On a complètement restauré la roue du canal principal. C'est un beau travail, on le doit au moulin, enfin nos amis des moulins de Vendée. L'association qui nous a aidés. Ouais. Alors, est-ce que ça respectait l'ancien moulin? Exactement pareil? Alors, l'ancien moulin à papier, on ne peut pas savoir, parce qu'il était en ruine. Il a fermé ses portes en 1855, je crois. Oui, la petite histoire, c'est qu'il a été successivement un moulin à farine, puis un moulin à papier, et puis il est redevenu un moulin à farine. Et même séchoir à tabac pour le séchoir, enfin différentes choses comme ça. Dortoir pour les Allemands pendant la dernière guerre mondiale. Oui. C'est un bâtiment chargé d'histoire. Juste en dessous, le patron des FFI, c'est incroyable, quoi. Oui, donc vous n'avez pas retrouvé les plans, c'est pas vraiment à l'identique. Non. C'est très proche, c'est très proche. Donc, fréquentation en hausse, ça c'est extraordinaire. Alors, c'était la première année. Hein. Alors, ça a été une année. Par rapport à la chapelle. Ça a été une année de transition. Par rapport à la chapelle, on est dans un contexte ô combien agréable, d'abord. Il y a des choses à améliorer. Alors, il y a des choses à améliorer qui sont, la signalisation, parce que faut déjà nous trouver. C'est pas facile, même le GPS ne nous localise pas. Donc, on va s'efforcer. J'étais prêt de repartir, je sont entrés, ils disent non, mais c'est infernal. Et puis en plus, une descente comme ça. C'est le chemin d'accès est périlleux. Faut mieux avoir 20 ans que 95 ans. Hein. Oui. Mais bon, tout ça, si vous voulez, il a fallu faire vite. On avait déjà pris une année de retard. Donc on a voulu ouvrir cette année. Oui. Je ne regrette pas de l'avoir fait, non, même si on l'a fait dans des conditions un peu difficiles. Bon. Donc on aura simplement encore. Mais dès la deuxième année, je vous assure qu'on verra du changement. Un petit aperçu de ces changements. L'idéal, ça serait une passerelle sur la Seine hollandaise. Oui, parce qu'on avait toujours prévu depuis le départ. J'allais y venir. Une passerelle qui était, donc on avait plus ou moins entendu parler dans les coulisses, qu'une passerelle allait venir. Alors ça va se concrétiser ou pas? Nous, on ne sait rien. On n'a jamais été avertis. C'est pas infaisable, techniquement, mais il y a plusieurs solutions pour cette passerelle. Depuis une passerelle à plat sur la chaussée pour éviter les embâcles quand la crue déborde ou passe par-dessus la chaussée. C'est pas facile à régler. Il peut y avoir aussi une passerelle au-dessus du niveau des plus hautes eaux. Et puis il peut y avoir dans les types de passerelles des passerelles mobiles, voire un bac. Avec un flottant tenu par une passerelle. Ce qu'ils appellent le pont transborder, c'est peut-être un peu ça. C'est un pont transborder. Aujourd'hui, c'est à la réflexion entre eux, entre les élus. On voit ça évidemment d'un bon oeil, sachant que de toute façon,
il nous faut quand même régler pour la prochaine année, parce que la passerelle ne sera pas construite avant le mois d'avril, c'est peu probable. Il nous faut déjà régler le problème de nos parkings, de l'accès aux gens un peu ayant quelques difficultés de mobilité. Il nous faut régler absolument le problème de la signalisation sur un périmètre relativement vaste pour que les gens puissent trouver le niveau. C'est pas évident. Il nous faut des problèmes d'éclairage, il nous faut régler les problèmes de sanitaire. L'éclairage, quand il fait sombre, on peut plus remonter ni redescendre. On a beaucoup de choses à régler. Quoi. C'est pas nous qui voulons régler. Et ça ne dépend pas que de nous. C'est la municipalité. Même si nous serons partie prenante, nous souhaitons être partie prenante de ces améliorations. Et une autre chose aussi, la communication, pour faire venir les gens. Alors, voilà. C'est pas le tout d'être signalisé, il faut aussi après le faire savoir. Et on connaît TV, on va faire d'ailleurs. Merci. Nous comptons bien le faire par tous les moyens médias. Faut développer. Il faut que nous développions. Alors cette année, on avait un petit budget parce que c'était l'année de transition. Encore une fois, mais nous aurons un budget dans les années à venir, les 3 années qui vont venir, qui va aller croissant. En s'aidant de la communication écrite, de la communication évidemment par Internet, et puis des relations que nous pouvons avoir et que nous allons développer avec les autocaristes, les comités d'entreprise, les associations de toute nature, nos confrères, puisqu'il y a d'autres moulins qui sont avec qui on est en réseau. Tout ça, on va essayer de le mener de front maintenant pour vraiment réussir les essais. Quoi. On peut noter une chose, Jean, quand même, c'est qu'à la Chapelle des Templiers, on avait un voyagiste ou autocariste, je ne sais pas qu'on peut les appeler, c'est pareil, un synonyme, 1 ou 2 par an. On a eu 25 cette année. On a travaillé que 3 trimestres. 3 trimestres seulement, puisqu'on est refait que la mi-avril. Et c'est le bouche-oreille. Ça s'est super développé, quoi. On a déjà qui sont le 29 du Finistère. Pour le mois de juin. On peut aller beaucoup plus loin, chercher des. Donc là, nous avons de bons espoirs. C'est pas. Maintenant, c'est un problème, et on va y venir à travers l'organisation. C'est un problème de priorité dans nos investissements, puisque nous sommes là forcément limités. Alors, même si nous remercions nos sponsors, qu'ils soient intercommunaux, communaux, départementaux, régionaux, puisque nous avons des aides de tout cela, tous ces gens-là, plus des sponsors privés. Mais nous en aurons encore besoin beaucoup plus parce que il va falloir que nous utilisions le mieux possible cet argent pour avoir un maximum de retombées. Nous sommes en train de mettre en place un programme sur 3 à 5 ans avec, à partir d'une organisation que nous avons de restructuration de l'équipe que nous avons mis en place, pour que chacun dans cette équipe travaille et au mieux de ses connaissances, au mieux de ses compétences. En fait, ça devient une véritable entreprise. C'est une entreprise, puisque nous avons des salariés maintenant. Nous avons 2 salariés permanents et plus des stagiaires l'été. Alors, je dirais, la vie est belle, quoi. La vie est belle et d'excellentes perspectives donc, pour l'association. Je pense. Et le moulin, bien entendu. Pour le moulin. Et pour la ville de Gordes, et pour la vallée de Clisson. Parce que tous ces gens qui viennent attirés par nous, mine de rien, ils consomment. Ils consomment. On va bien essayer de les faire consommer. Alors, j'ai une petite dernière question que j'aurais surtout pour vous, Jacques. Vous êtes à l'initiative effectivement de ce projet. Qu'est-ce que je vais faire après ? Non, quand même pas. Je répète, parce qu'on a besoin de vous encore. Qu'est-ce que ça vous fait ? Qu'est-ce que vous ressentez de voir la progression qu'il y a eu depuis le début jusqu'à maintenant ? Je suis content, tout simplement. Tout content, heureux, voilà. On va essayer de continuer à animer avec des thèmes différents chaque année. Donc on aura besoin de vous, encore et toujours. Et toujours. Et bien de tous les gens de la région pour aller vous voir. Absolument. Ah, exactement. Et même de toute la France. D'ailleurs on a quand même une clientèle aussi
De toute la France. Oui. Puis je pense qu'on a peut... toujours, et même à la chapelle Templière, parce que les gens qui viennent à Clisson, ça On peut espérer aussi un peu de clientèle étrangère, parce que ce sont des choses qu'on peut vendre. Oui, bien sûr. Bon, merci bien. C'est nous qui vous remercions.